Dans un univers où les batailles décident du sort de la galaxie, peu de forces inspirent autant d'admiration et de terreur que les chevaliers impériaux. Ces machines colossales pilotées par des nobles issus des maisons chevaleresques sont des incarnations vivantes de la puissance et de la grandeur de l'Imperium. Bienvenue les Wargamers dans cette série de vidéos où on en sort une par jour, cette fois-ci destinée aux Impériales et aux Chaos Knight, aux gros robots de l'univers de Warhammer 40 000. On continue de suivre l'initiative de Game Workshop qui, eux, ont décidé de sortir un détachement par jour. On va un petit peu plus loin puisque nous, on vous présente aussi leurs histoires, c'est-à-dire leur lore, leur gameplay et aussi les nouveautés qui sont disponibles sur ce mois de décembre. Et si ce genre de série de vidéos te plaît, alors n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu dessus et à t'abonner si c'est pas déjà fait, c'est le plus gros des soutiens que tu peux nous apporter. Les chevaliers impériaux trouvent leurs racines dans les âges sombres de la technologie, une époque lointaine où l'humanité avait colonisé d'innombrables mondes. Ces machines titanesques furent créées pour aider les colons humains à survivre sur des planètes hostiles, souvent peuplées de créatures gigantesques ou des conditions environnementales extrêmes. Ces premiers chevaliers avaient été conçus comme des outils polyvalents, capables de labourer les terres, construire des colonies et repousser les menaces locales. Mais lorsque les communications avec Terra furent coupées pendant l'ère des luttes, les mondes coloniaux devinrent isolés. Les pilotes de chevaliers se transformèrent alors en figures nobles, protectrices de leur communauté et des traditions chevaleresques prirent racine. Bon là les gars, on va partir dans du lore extrême, alors franchement ça aurait été stylé de mettre la musique de Pacific Rim, mais je pense qu'on va se la faire niquer, parce que là le lore est stylé quand même. Take my chances, sir. To the depths. Ces pilotes et leurs familles formèrent des maisons chevaleresques, organisées autour d'un code d'honneur inspiré par leurs responsabilités envers les colonies. Avec l'avènement de l'empereur de l'humanité et sa grande croisade, les chevaliers impériaux furent redécouverts et intégrés dans l'Imperium. Leurs maisons conclurent des pactes avec l'Adeptus Mechanicus qui leur fournit alors des réparations et des améliorations technologiques en échange de leur loyauté. Cependant, cette allégeance est divisée. Certaines maisons jurent fidélité directement à l'Imperium, tandis que d'autres restent plus étroitement liées au Mechanicum, devenant même une extension de l'Admech. Cette dualité influence encore aujourd'hui les chevaliers impériaux et leur loyauté peut varier selon nos traditions et leurs alliances. Ces robots titanesques sont pilotés par des nobles, souvent issus de lignées anciennes. Ils sont connectés à leurs chevaliers par un système qui permet de mêler leur esprit à la machine. Cette connexion leur permet de contrôler la machine comme une extension de leur propre corps. Cependant, ce lien peut être dangereux. Les pilotes risquent de perdre leur humanité ou de succomber à la folie, surtout qu'ils les pilotent pendant plusieurs décennies. Les chevaliers, et là je parle pas des machines mais plutôt des chevaliers qui à l'intérieur et qui peuvent même jouter, sont élevés dans un code d'honneur rigoureux, inspiré de traditions chevaleresques médiévales. Ils se voient comme des protecteurs, des juges et des exécuteurs prêts à sacrifier leur vie pour protéger l'Imperium. Dans cette vidéo et de son lore, on va parler ici que des chevaliers impériaux loyalistes, c'est-à-dire les gentils. Il faut savoir bien évidemment qu'il existe les chevaliers impériaux du chaos qui vont être abordés au niveau des règles, mais que c'est avant tout des nobles qui ont prêté allégeance soit aux dieux sombres, c'est-à-dire qu'ils ont été corrompus par le warp pendant les batailles, ou alors tout simplement qu'ils voulaient servir leurs propres intérêts et ils ont donc prêté allégeance aux plus enfants. C'est des enculés? Ouais, c'est des enculés. Les chevaliers impériaux occupent une position unique dans l'Imperium. Ils sont respectés pour leur puissance et leur noblesse, mais leur indépendance relative peut parfois créer des tensions avec d'autres institutions impériales comme l'Adeptus Mechanicus ou même l'Inquisition. Cependant, leur rôle sur le champ de bataille est inestimable. Lorsqu'ils rentrent en guerre, ils incarnent la puissance écrasante de l'Imperium, une force que peu d'ennemis peut égaler. Ils sont bien plus que des machines de guerre, ils sont le symbole de la grandeur impériale et de la volonté indomptable de l'humanité. Ces colosses pilotés par des nobles liés à un code d'honneur séculaire rappellent à tous que même dans un univers en proie au chaos et à la guerre, l'Imperium reste un bastion de puissance et de tradition. Leur rôle est crucial, non seulement pour leur force militaire, mais aussi pour l'inspiration qu'ils apportent à ceux qu'ils protègent. On se retrouve maintenant les Wargamers pour parler des règles, dans un premier temps des Imperial Knights, les gentils, et juste après les Chaos Knights, les méchants. Vous allez voir que c'est pas mal ce qu'ils ont fait au niveau justement du game design, puisque du côté des Imperial Knights, ça va vous permettre de vous allier avec de l'Adeptus Mechanicus, uniquement les tech prêtres et les petites troupailles, et du côté du chaos avec tout ce qui va être damné, et avec un principe de sacrifice. Donc ça va être assez sympa. On commence tout de suite par les Imperial Knights. Pour ceux qui sont pas familiers avec cette armée, vous êtes théoriquement sur des très gros modèles. Il en existe 3 types, les classes Dominus, ceux qui sont très gros en général, mais on les a pas trop vus en V10, on va en avoir un dans la liste accompagné de moyens et de petits. C'est des figurines qui sont donc beaucoup plus grosses que les autres et qui sont des vraies plateformes de tir, soit à longue portée, soit avec un harpon et un lance-flamme qui font vraiment pas rire. Le fait est qu'ils étaient un petit peu trop chers et en tout cas aujourd'hui dans Warhammer 40 000, avec la 10e édition, on n'aimait pas trop avoir tous ces œufs dans le même panier. Donc on leur préférait des classes intermédiaires puisque ceux-ci avaient une aptitude de lige qui nous permettait tout simplement
à la phase de commandement d'avoir un moyen donc et d'aller cibler un petit pour lui donner un debuff du moyen. Je vous rappellerai tout à l'heure quand on ira un petit peu plus loin dans le détachement ces différentes aptitudes puisque vous verrez qu'on va pouvoir les donner à des troupes d'infanterie. Ensuite on avait les plus petits, c'est-à-dire les armigères, et c'est là où pour le coup que ce soit les Imperial Knights ou les Chaos Knights, ils ont réussi un petit peu à tirer leur épingle du jeu, non pas en début d'édition où les gros étaient très forts, voire trop forts, parce qu'ils avaient en fait la règle Towering, c'est-à-dire titanesque, qui leur permettait à partir du moment où ils mettaient un doigt de pied dans une ruine d'ignorer tout le champ de bataille. Ça a été un petit peu changé, et maintenant quand ils mettent un doigt de pied dans la ruine, ils voient uniquement au-delà de la ruine, et pas il faut qu'ils aient entièrement leur socle dedans pour pouvoir justement voir ce qui s'y passe derrière. Mais on respecte encore la notion d'occultant pour les autres éléments de terrain. En tout cas, ce qui a marché un petit peu en chevaliers impériaux et surtout en Chaos Knight, c'était les petits qui eux en fait sont contrôle d'objectif 8 et vous pouviez avoir des listes où on en jouait entre 12 à 14. Et donc en fait on allait littéralement en fait envoyer des ressources sur toute la table, on avait systématiquement tous les points qu'on pouvait avoir au niveau des objectifs primaires et on serrait un petit peu les fesses au niveau des secondaires. Là vous allez voir qu'ils vont nous proposer un gameplay bien différent. La règle d'armée elle n'a pas changé, vous allez devoir choisir parmi deux codes de nobles, vous allez donc ajouter. Ce qui va se passer, c'est que ces deux codes vont chacun vous donner un bonus et vous aurez un élément à réaliser. Et si jamais vous y arrivez, vous allez voir que vous serez bien meilleur au niveau des différents bonus et surtout à votre prochaine phase de commandement, vous gagnerez pas un, mais 3 pions de commandement. Le premier code, ça va tout simplement vous demander de détruire le seigneur de guerre adverse et ça va vous donner en bonus complètement passif d'avoir à chaque activation à la phase de tir et de combat une relance des touches et une relance des blesses. Ensuite, vous allez avoir le vœu d'expansion qui lui va vous demander d'aller voler l'objectif dans la zone de déploiement adverse et vous aurez comme bonus passif d'avoir systématiquement +1 en mouvement, +1 en advance et +1 en charge. Les chevaliers impériaux étaient à l'état d'index, c'est-à-dire que leur livre d'armée n'était pas encore sorti et donc le seul détachement qu'ils avaient avant celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le fait que tout simplement toute votre armée avait un insensible à la douleur à 6, c'est-à-dire 16% de tankiness en plus sur toute votre armée. Comme en général vous aviez quand même entre 100 et 150 points de vie sur table, c'était toujours intéressant. Et surtout si vous étiez honoré, c'est-à-dire que soit si vous aviez choisi les premiers vœux et donc détruit le seigneur de guerre adverse ou volé l'objectif adverse, vous étiez en insensible à la douleur à 5. Après c'est des bonus qui étaient assez durs à aller chercher puisque votre adversaire le sait et donc automatiquement soit il bétonnait l'objectif chez lui, soit il vous donnait pas son seigneur de guerre. Là on va donc découvrir ensemble le nouveau détachement, c'est le Forge Pack des Questeurs, ni plus ni moins qu'on avait l'habitude d'avoir dans les autres éditions du jeu, puisque j'en ai même parlé au niveau du lore et de l'introduction de cette armée. Les chevaliers impériaux sont donc des nobles et ils vont prêter soit allégeance à l'impérium, soit être rattachés directement et parfois prêter allégeance plus qu'à l'impérium à l'Adeptus Mechanicus. Ce détachement va aussi vous octroyer la possibilité d'avoir des alliés au sein de l'Adeptus Mechanicus jusqu'à un maximum de 500 points au format de 2000 parmi les unités suivantes. Le Tech Prêtre Dominus qui permet quand il est mis dans un pack d'Adeptus Mechanicus d'avoir la touche fatale et une fois par partie sur une phase d'avoir une invulnérable à 4. On va aussi pouvoir mettre un Tech Prêtre Manipulus, lui il coûte cher, il coûte quand même 70 points. Il va avoir comme principale aptitude le fait d'avoir un insensible à douleur quand il est dans un pack, mais ça limite on s'en fiche, mais surtout de pouvoir faire très mal aux autres véhicules avec des sites blessures mortelles. Ce qui est très bizarre c'est qu'après on enchaîne et on peut avoir un maréchal Skitarii, des rangers Skitarii et des patrouilleurs Skitarii. Ni plus ni moins que les troupes de base des Skitarii qui de base de toute façon pouvaient être rejoints par tous les personnages que je viens de lister. Ce qui est dommage c'est qu'on peut juste pas avoir de Tech Priest Angencia qui coûterait que 55 points et qui permettrait de débloquer les bonus, lui est proscrit au niveau de cette liste là. Bref, ce détachement va néanmoins vous donner comme règle le fait que les chevaliers impériaux, donc attention hein, gros et petits, vont avoir comme règle le fait que à votre phase de commandement ils vont récupérer un point de vie perdu et si ils sont à 3 pouces d'un technoprêtre, donc parmi les deux dont je viens de vous parler, alors ils vont récupérer des 3 PV perdu. En contrepartie, c'est un petit peu comme les custodes avec d'un côté les buffs des custos et l'autre des psychana et ils vont se buff réciproquement, et ben là c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir pour l'Adeptus Mechanicus l'aptitude inspiration divine que quand vous êtes à 6 pouces d'un chevalier impériaux, vous aurez alors tout le temps une relance des 1 à la touche et quand vous êtes à 6 pouces d'un chevalier impériaux, vous relancerez aussi les jets de 1 pour blesser. Alors dit comme ça, c'est des bonus qui en tout cas par rapport au détachement actuel vont être relativement intéressants. Déjà le fait de pouvoir intégrer des petites unités au sein des IK sans pour autant aller au niveau des agents de l'Imperium, ça va être vraiment pas mal. Il y a quand même des mécanismes, vous allez voir au niveau des reliques qui vont nous permettre de nous soigner quand même quasiment de 5 points de vie à chacune de nos phases de commandement avec des gros, donc c'est vraiment pas mal. Après, aujourd'hui, est-ce que l'IK sait répondre en fait surtout à l'échelle de puissance du monde en guerre qui est Warhammer 40 000? C'est là où on va justement pouvoir en parler, ou alors est-ce qu'on va faire suffisamment mal, avoir une projection suffisante pour justement pouvoir être entre guillemets compétitif, ou en tout cas juste pour pouvoir proposer un défi sérieux à son adversaire. Donc des bonus qui en termes de game design sont
sont intéressants. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner sur table? À voir. On voit que parmi les bonus, on va avoir des relances à la touche et aux blessures avec des unités de Skitari. Autant vous dire que ça va pas aller chercher très loin, quoi. On passe ensuite aux améliorations. Là, on commence par le champion de l'Omni-Messie. Ça vaut 30 points. Je rappelle juste que les gros chevaliers de votre, les moyens et les gros de votre armée sont directement des personnages. Donc là, pour 30 points, on va ajouter 4 points de vie au porteur. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va en avoir un qui est très fort, qui est le chevalier de l'Opus Machina. Il vaut 20 points. Figurine chevalier impérial seulement. Dès qu'il va être à 6 pouces d'une unité de l'Adeptus Mechanicus, lui-même va relancer les jets de touche de 1. Donc là, ça commence à être pas mal. On est vraiment sur des robots qui, quand on les prend en version tir, envoient énormément de volume de tir, mais peinent un petit peu du côté des relances. Ensuite, on va avoir le Mago Questoris. Lui, il vaut 35 points. On va pouvoir le mettre sur un technoprêtre. Ça veut dire que le technoprêtre minimum va passer à 95 points. Ça reste super cher. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le problème, c'est que c'est des glands dans le sens où, comme ce ne sont pas des tech prêtres indépendants, ce sont des figurines qui, au niveau justement de leur game design, sont faites pour rejoindre des packs, soit de Skitari, soit de Cult Mechanicus, dépendamment des deux dont je vous ai présenté tout à l'heure. Là, en l'occurrence, on va avoir que du Skitari. Ce sont pas des agents solitaires. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait les shooter. Et la seule façon de pouvoir les jouer de façon autonome, c'est avec cette petite relique qui coûte 35 points, donc on est tout de suite à 95 points de nouveau pour pouvoir avoir ce bonus là, et c'est le fait que si on est à 3 pouces d'un chevalier impérial, alors on va être agent solitaire, et en plus de ça, à votre phase de commandement, on va pouvoir choisir un chevalier impérial qui sera à 3 pouces bien évidemment du porteur, et celui-ci récupérera 2 PV perdus. Ce ne sont pas donc la même aptitude que celle générique du détachement, donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si vous êtes à côté, vous allez donc soigner un Imperial Knight de D3 plus 2. Donc c'est quand même vraiment pas mal, hein. Ça fait 4 points de vie flat par tour, c'est vraiment assez cool. Et on termine avec le Vocifère Magnifica, qui est une aura qui vaut 15 points. Tout simplement, quand une figurine ennemie sera à 6 pouces du chevalier impérial qui a cette amélioration, on va dégrader de 1 sa valeur de commandement, et dès que c'est une unité d'Adeptus Mechanicus, alors on augmentera la capacité de commandement de 1. Au niveau maintenant des stratagèmes, on commence par la grâce de l'Omni-Messie. Elle vaut 1 point de co. Tout simplement, on va l'utiliser à n'importe quelle phase à partir du moment où une unité de chevalier impérial ou de l'Adeptus Mechanicus a subi une blessure mortelle, et ça va nous octroyer un petit insensible à la douleur à 5+. Honnêtement, le nombre de fois où on va prendre beaucoup de blessures mortelles, c'est quand même assez limité. La stat en général c'est 3, que ça soit suite à des grenades ou suite justement à un éperonnage de véhicule. À la limite, pourquoi pas. Ça voudrait juste dire que même si le mec fait ses stats de 3 blessures mortelles, on va en couper une. C'est quand même assez limité. À voir au niveau justement des autres stratagèmes, qu'est-ce qu'on va vouloir utiliser. Ensuite, on va enchaîner avec Vengeance du culte de la machine. Il vaut 1 PC celui-là. À partir du moment où un chevalier impérial a été détruit, on va pouvoir pour 1 PC déclarer que l'unité qui vous l'a tué est marquée, et tout ce qui va être culte Mechanicus aura l'aptitude touche fatale. C'est pas ouf. Je sais pas quoi dire, c'est pas ouf du tout. Après, c'est plutôt bien, parce que ça veut quand même dire que votre culte Mechanicus blessera quasi systématiquement, sauf avec les arquebuses, ou avec les plasmas ou les culivers anti-véhiculaires wire. Les grosses endurances sur du 6, voilà, ça voudrait dire que sur du 6 à la touche, mais ce qui est un petit peu con, c'est que dans le détachement, on va peut-être jouer du Tech Priest Manipulus, et que le Manipulus a déjà touche fatale dans le pack qui le rejoint, et ce gland n'est pas agent solitaire s'il l'a pas, enfin s'il a pas une amélioration. Putain, on commence à voir aussi que ça a un peu été écrit à contre-courant, ou en tout cas, c'est un petit peu dommage de proposer ce genre de stratagème. On aurait aimé justement plus de punch, j'en sais rien, que le noble ait envie d'avoir un élan héroïque parce qu'il voit que des petits humains, ou en tout cas que ses petits potes collectionneurs d'artefacts est en PLS, et il va vouloir avoir un élan de couille, et il va aller taper. Là en l'occurrence, bon, c'est pas le cas. Ensuite, on va avoir l'impératif de Liege. Celui-là est assez intéressant, même si encore une fois, vous allez voir, l'idée est bonne, mais ça va pas être fou. Impératif de Liege pour un PC, ça fait utiliser à la phase de commandement. On va prendre un chevalier impérial personnage, y comprendre donc une classe intermédiaire, et je vous parlais tout à l'heure des aptitudes de Liege. Dépendamment des IK moyens que vous allez avoir, pouvoir choisir une aptitude de Liege que vous allez normalement donner à un armigère. Là en l'occurrence, vous allez le donner à une unité Adeptus Mechanicus. Le seul truc, c'est que le seul qui aurait pu être vraiment burné, c'était justement celui du précepteur, qui disait tout simplement, je vais donner plus de contrôle d'objectif juste à côté. Là, on aurait eu des petits Skitari qui étaient au C4 par tête de pipe, ça aurait été fort, mais ça aurait pas été broken non plus, vous voyez ce que je veux dire, ça aurait été 10 Skitari au péril d'un 3 vivant, ça fait 12 d'OC, c'est ok. Versus finalement, de toute façon, des petits IK qui sont au C8. Pour comprendre un petit peu ça. Après derrière, vous allez pouvoir avec un niquage transformer vos armes en assaut, mettre moins un dégât, et pouvoir relancer les jets de touche à partir du moment où vous avez réussi un jet de charge. Autant vous dire que 3 aptitudes qui face à des Skitari vont juste faire rigoler votre adversaire, quoi. Donc encore une fois, une tentative. Mais je trouve qu'on est passé à côté justement de l'ADN entre l'Adeptus Mechanicus et leurs Zika. Ensuite, on va avoir la concentration mécanique. Celui-là, il vaut 1 PC. Il va s'utiliser à la phase de co. Pareil, phase où en fait on annonce à son adversaire que sur 7 IK, lui ne subira jamais aucun malus à la touche et à la blessure.
c'est bien, mais en fait on doit claquer un PC en avance, donc en fait, avec un PC vous avez dissuadé votre adversaire de claquer un fumigène. Ok. Mitigé. Ensuite, un qui peut par contre être intéressant, c'est la fureur engendre la fureur. Ça vaut un PC, on va l'utiliser à la phase de tir. On va prendre une unité chevalier impérial et une unité Adeptus Mechanicus à 6 plus d'aile. Et les deux packs vont avoir la règle assaut. Bon, ça pour le coup, je trouve que c'est pas mal. Ça va nous permettre d'avoir des figurines IK, peut-être un croisé, alors un Crusader qu'on va vouloir avoir en double arme de tir pour pouvoir justement ne pas perdre la capacité à pouvoir charger. Puisque quand vous jouez des gros IK, il faut les rentabiliser à la phase de tir et à la phase de combat. Là, en l'occurrence, vous allez quand même avoir assaut. Pourquoi pas. Et on termine avec un qui va être encore une fois situationnel mais qui peut être intéressant, c'est la fureur des trônes spectres. Il vaut un PC, il va vous permettre à la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie ait été placée ou ait fini un mouvement normal d'advance ou de retraite, une unité titanesque de chevaliers impériaux qui est à 24 pouces et visible de cette unité, va pouvoir choisir une arme de tir et tirer. C'est donc ni plus ni moins qu'un tir en état d'alerte, puisque celui-ci va toucher à 6, mais, ça va pouvoir se faire potentiellement en plus, donc, d'un tir en état d'alerte. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on va avoir le chevalier Valiant, qui lui est équipé potentiellement d'un lance-flamme, enfin pas potentiellement, il est équipé d'un harpon qui est dégueulasse, et d'un lance-flamme qui tâche, puisqu'à 18 pouces, il va faire 3d6 touches de force 8, PA-1 dégâts 2, ignore le couvert. Et là c'est intéressant, parce que je peux vous dire que vous avez un doigt de pied dans la ruine, vous allez voir potentiellement, en tout cas sur certains layouts WTC, les 3 objectifs du No Man's Land, et se dire, ok mon pote, moi je suis vu, mais à partir de maintenant, si toi tu bouges à 24 pouces, en l'occurrence à 18 pouces, si j'ai 2 PC en main, tu vas te prendre 6d6 touches de force 8, PA-1, dégâts flat 2. Ça reste que de la PA-1, mais, encore une fois, je vous rappelle que... non, je vous rappelle rien, parce que ça n'est pas encore sorti. On leur reparle en fin de semaine, et à partir de mercredi, ça sera beaucoup plus fort. On a fait le tour les amis de règles de détachement, amélioration et maintenant stratagème. Vous voyez surtout en fait des tentatives de la part de Game Workshop de rallier les Imperial Knight à l'Adeptus Mechanicus. Mais pour moi c'est fait très moyennement, puisque finalement on aurait pu avoir des Tech Priest Engineers qui auraient été meilleurs, parce que eux de base auraient pu être agents solitaires en courant derrière leurs gros robots, ça aurait même été assez stylé. On aurait pu tout simplement, je sais pas, mettre des aptitudes de bonds, donc de liens entre les ingénieurs et les robots. Bref, on aurait pu faire tellement plus de trucs cool. Du coup, je trouve que c'est une tentative, mais que c'est assez moyen. Maintenant, si on parle plus fraîcheur pour les gens qui ont que de l'IK, parce que c'est une armée qui est assez séduisante quand on veut se lancer dans Warhammer 40 000, parce que c'est des gros robots, elle coûte pas si cher que ça en euros pour se lancer, et donc finalement de pouvoir vous allier avec des Tech Priest ou des petits Skitarii. La vraie question, en fait, c'est est-ce que finalement, avec les agents de l'Imperium, aujourd'hui, en tout cas, et qu'on a la chance d'aller chercher une Calidus, d'aller chercher potentiellement même des Terminator GK, si on veut autre chose, vous savez, de l'armigère, en tout cas, pour avoir du bon contrôle d'objectif, avec des Terminator qui ripop, qui sont toujours contrôle d'objectif 3, potentiellement, je vous rappelle, des Immolators avec des 6 là-dedans. Avant la sortie de l'Ingent Impérial, je trouve que ça aurait apporté vachement de fraîcheur, aux Imperial Knight. Maintenant que c'est sorti, je trouve que c'est une tentative encore une fois, mais que c'est pas encore ouf. Voilà, en termes d'échelle de puissance, je pense que si on a des deltas de 180 points, on préférera aller chercher une amélioration sur un gros, et peut-être 2 packs de Skitarii, ou alors un pack de Skitarii et un bon gros Tech Priest pour pouvoir avoir une relique qui tâche aussi, et pour pouvoir plus soigner. Mais en tout cas, mitigé, ouais. On change de couleur, on est du côté des méchants. Et là, vous allez voir que je trouve que c'est beaucoup plus séduisant et challengeant, même intellectuellement, sur une table de jeu avec la partie des Chaos Knight. Pour rappel, la règle d'armée, c'était tout simplement d'avoir des auras de l'effroi. À partir du moment où vous étiez à 12 pouces d'un RK pour Renegade Knight, que ce soit justement les petits, les moyens ou les très gros, vous aviez un malus de -1 pour réaliser vos tests de commandement. Ensuite, à partir du 3e round de bataille, ce qui se passait, c'est qu'à partir du moment où vous tapiez sur une unité qui était ébranlée, vous aviez +1 pour la blesser et elle avait -1 pour toucher. La règle du détachement qu'il y avait dans leur version index, c'était tout simplement que les unités ennemies devaient faire des tests de débranlement, pas quand ils arrivaient à moitié de points de vie, mais quand ils avaient tout simplement perdu un point de vie. Ensuite, pour parler un petit peu du gameplay des Renegade Knights, c'est un petit peu finalement comme les Imperial Knights, eux, allaient chercher potentiellement des agents impériaux pour avoir des alliés. Là, ils allaient chercher du démon, notamment ils allaient chercher des Nurgling ou des unités comme ça d'infiltration qui permettaient déjà de donner des malus de -1, ou alors potentiellement d'aller tester, de faire des tests de commandement avec d'autres unités du chaos. Et finalement, en termes de compétitif, le Chaos Knight était bien mieux positionné que l'Imperial Knight. Donc c'était plutôt cool. On jouait des listes avec potentiellement un gros et des petits, ou finalement même que des petits, où on était là juste pour diluer de l'amour et tenter de tanker un petit peu plus. Là, vous allez voir qu'on va avoir un détachement qui va
séduire à mon avis beaucoup de monde, qui pour tous les fans de l'armée des Chaos Knights vont vous les faire kiffer de ouf parce que les amis, vous pouvez enfin vous allier avec les Space Marines du chaos, uniquement ceux qui vont disposer du mot-clé damné, je vais vous les présenter dans quelques secondes. Le détachement va donc s'appeler le Fief Iconoclaste, ça va tout simplement être comme détachement les maîtres infâmes, les chevaliers du chaos titanesques de votre armée vont avoir l'aura tyran cruel, ils vont permettre aux unités damnées, et vous allez pouvoir en avoir jusqu'à 500 points au format 2000 points, d'avoir une relance des touches de 1 et une relance des blessures de 1. Et vous allez aussi avoir pour les chevaliers du chaos, cette fois-ci, que ce soit d'ailleurs les petits, les moyens ou les très gros, le sombre sacrifice. Puisqu'à chaque fois que vous allez être choisi pour tirer ou combattre, vous allez pouvoir faire un sombre sacrifice. Dans ce cas, vous allez choisir une unité de damné à 6 pouces de vous et faire un test de commandement. Si vous le réussissez, ça sera D3 dégâts que vous allez infliger aux damnés. Si vous le ratez, ça sera D3 plus 3 par contre que vous allez infliger à vos petits copains les damnés. Par contre, vous allez pouvoir choisir parmi touche fatale ou touche soutenue 1. C'est quand même vraiment pas mal, hein. Ensuite, au niveau donc, comme je vous le disais, des alliés damnés que vous allez pouvoir avoir, c'est jusqu'à 500 points au format de 2000 points. Je vous rappelle ce que vous avez en unité damnée au niveau donc des Space Marines du chaos. Vous allez avoir la sombre communion, c'est la petite escouade de personnages qui elles-mêmes vont dans des packs de cultistes maudits qui vaut 80 points et qui vont permettre une fois par partie de pouvoir tout simplement avoir advance et charge et surtout plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser avec justement l'intégralité du pack. Ce pack fait 8 ou 16 figurines, plus donc la Dark Commune que vous allez intégrer dans potentiellement pour 80 points, vous serez à 275 points pour cet énorme pack qui meule très bien au corps à corps, puisque vous allez en gros avoir deux types d'attaques dedans. Vous allez avoir soit des attaques de merde qui vont faire force 4 sans PA dégâts 1, autant vous dire que c'est eux l'unité de damné les figurines de damné qui vont donc mourir pour pouvoir aller proquer chez votre justement gros les touches fatales ou les touches soutenues, et derrière vous allez garder les grosses figurines de ce pack qui normalement sont un maximum de 6, et eux vont faire D6 plus 2 attaques de force 5 perd moins 1 dégâts 2. Et comme vous serez systématiquement dans l'aura, vous serez en reroll des 1 pour toucher et pour blesser. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, vous allez pouvoir avoir que un de ces packs-là buffer des personnages, en tout cas de la Dark Commune, à hauteur de 500 points. Vous allez pouvoir aussi intégrer des escouades de garde impériale Renegade. C'est les seuls qui vont être contrôle d'objectif 2, mais on est à 70 points les 10, à la limite. Pourquoi pas? Donc ils ont toujours une sauvegarde à 4 au tir avec le couvert, et vous pouvez avoir 3 armes spé dedans, mais c'est chiant parce que c'est des armes spé différentes, donc ça sera systématiquement un fuseur, un plasma et autre chose. En unité, pour tout simplement faire justement vos sombres sacrifices, vous avez les cultistes, on est à 5 points le modèle, on est donc à 50 points le pack de 10, et en plus de ça, ils ont comme intérêt d'être sticky objectif, c'est-à-dire que eux s'ils décèdent ou qu'ils s'en vont d'un objectif que vous contrôliez à votre phase de commandement, vous allez en garder le contrôle. Donc franchement, c'est quand même une super entrée pour 50 points, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, je termine avec une petite unité. Pour le coup, je l'aime beaucoup celle-là, surtout en allié, puisque ça va être le cultiste bout feu. En gros, c'est un mec avec un lance-flamme qui va faire à 12 pouces D6 plus 3 tirs de force 5 PA-1, mais surtout, dès qu'il a ciblé de l'infanterie, elle doit faire un test d'ébranlement. Et donc c'est là où ça va être très intéressant. Vous allez systématiquement en fait le jouer en synergie avec vos IK qui ont des airs d'effroi à 12 pouces et qui font -1 au test de co. Et lui, dès qu'il va tirer, il fait là tu me fais un test de co à -1, là tu me fais un test de co à -1. Au bout d'un moment, tout le monde va être ébranlé. Ça veut donc dire que comme ils seront potentiellement très tôt dans la partie, dans les auras de l'effroi, ils auront donc -1 pour toucher tout le monde, et en plus de ça, vous aurez +1 pour les blesser avec vos gros, avec vos dogs ou vos intermédiaires. Donc déjà, en tout cas, intellectuellement, on sent que là, il y a un vrai attrait stratégique, que ce soit pour l'ADN de l'armée, donc les damnés, plus les nobles, qui se respectent pas trop, ça reste des paysans, bordel, c'est trop stylé, et en plus, d'un point de vue compétitif, ou en tout cas Burn, on est beaucoup plus challengeant qu'avec les Imperial Knights. Donc c'est très sympa, en tout cas, comme règle, je trouve, en termes de game design. Ensuite, je vous présente les améliorations. L'hôtel profane coûte 20 points. En gros, à chaque fois que le porteur fait un sombre sacrifice, on va détruire le maximum d'unités de damnés. Que ça soit 3 si jamais il a réussi le co, ou D6 plus 3 s'il l'a raté. Par contre, on va hériter de et touche fatale et touche soutenue. Pourquoi pas. Ensuite, on va avoir ouvrir la voie, ça va pour 15 points, être mis sur un chevalier du chaos, et ça va lui permettre, au moment où on déclare qu'est-ce qui va être sur table, au moment du déploiement, de choisir 3 unités damnées et donner éclaireur 6. Donc c'est vraiment pas mal, puisque les seuls parmi tous les damnés qui avaient déjà cette fameuse aptitude d'éclaireur 6, c'était les cultistes maudits. Donc là au moins ça va permettre de tout de suite aller prendre la map. On en va parler justement avec Bob l'éponge, et le fait d'avoir des unités de type cultiste qui vous permet de commencer le trade pour, avec des IK, tout simplement se dire, tu sais quoi, t'as envie de les sortir mes 10 cultistes à 50 points, parce que T1, j'ai les 3 objectifs No Man's Land.
Franchement, c'est pas mal. Celle-là, je la trouve assez cool pour le coup. Ensuite, on va en avoir un aussi qui va être très sympa, c'est la bannière du tyran. Il va valoir 5 points. On va l'appliquer sur un chevalier du chaos seulement, donc automatiquement les moyens ou les gros. Et le test de sombre sacrifice que vous allez devoir faire sur une unité de damné ne sera pas nécessairement à 6 pouces, mais juste visible d'une unité. Donc franchement, pareil, intéressant. Et ensuite, on va avoir la ténacité diabolique qui, elle, vaut 35 points. Et on termine avec la ténacité diabolique. Lui, il vaut 35 points. Figurine chevalier du chaos seulement. Le porteur va avoir un insensible à douleur à 6 et il y aura tous les malus par rapport à ses caractéristiques de mouvement, de charge ou d'advance, et donc ça va lui permettre de ne jamais être sensible au moins 2 mouvements ou au moins 1, moins 2 à la charge qu'on va pouvoir retrouver, même si finalement ses aptitudes étaient jamais ou en tout cas rarement contre les monstres ou les véhicules. Ensuite on enchaîne avec les stratagèmes, je trouve ça rigolo. Le premier c'est le même que l'Adeptus Mechanicus, enfin que les Imperial Knights alliés avec les Adeptus Mechanicus, ça va être venger les maîtres. Ils vont APC celui-là. En gros, dès qu'un de vos chevaliers impériaux va décéder, vous allez pouvoir marquer l'unité qui l'aura tué ennemi, et toutes vos unités de damnés qui taperont dessus auront touche fatale. Voilà, c'est donc mignonnet à voir, en tout cas avec des cultistes maudits, ce que ça peut donner, mais mitigé. Ensuite, un qui va être fort par contre, c'est la foule misérable. Il va coûter 2 PC, il va s'utiliser à n'importe quelle phase à partir du moment où une unité damnée, elle va être détruite, et tout simplement, une unité similaire, donc à plein effectif, va être replacée. Il est bien précisé que les unités de personnages, je pensais aux cultistes maudits pour éviter de retourner dans les aberrations qu'on a pu connaître par le passé, et ben justement, elles ne seront pas réintégrées. Mais bon, cette cultiste maudit, même si on perd cette fameuse aptitude de ne soit par partie d'advance et charge et avoir plus 1 à la touche et plus 1 à la blesse, ça reste quand même des packs de 16 qui tâchent un petit peu. Donc, à 2 PC, pourquoi pas. Ensuite, on va avoir fin d'âme à partir du moment à la phase de combat où une unité chevalier du chaos a fait des pertes adverses. Si pendant justement qu'il a cogné, l'unité adverse a au moins perdu une figurine, alors vous allez récupérer D3 PV perdus. Et si les unités a été ébranlées, vous allez récupérer D3 plus 2 figurines. En gros, vous les mangez quoi. Ensuite, on va avoir Rage sans retenue, il va coûter 1 PC celui-là. À partir du moment où vous avez un Ika qui a battu en retraite ou advancé, vous allez quand même être capable de tirer et déclarer une charge. On a donc de nouveau l'advancé charge en RK. Ça fait plaisir. En fait, c'est même plus fort, parce qu'en fait, on a l'advance tir charge pour un point de co. Et je vous rappelle que, bien évidemment, vous pouvez passer à travers les murs et jeter un dé sur un 1, vous serez ébranlé. Donc malheureusement, voilà. Ce qui est plutôt ballot, c'est plutôt le séquencement, puisque ce stratagème va s'utiliser à votre phase de mouvement juste après qu'une unité de chevalier de votre CRAO a avancé ou battu en retraite, mais pas qu'il l'ait déclaré. Et donc ça veut dire qu'en gros, dans le séquencement, vous testez de passer à travers un mur, et si vous faites 1, vous êtes ébranlé, vous n'êtes plus éligible à l'utilisation de ce stratagème, et donc vous pouvez plus advance et charge ou juste tirer. Bon, on aurait préféré que ça soit l'inverse, mais écoutez, c'est pas grave, un advance et charge en RK, on le prend tous les jours. On continue ensuite avec un mécanisme que j'adore, c'est le bétail insignifiant, ça va coûter 1 PC. En gros, vous allez l'utiliser à votre phase de tir. Si jamais vous aviez une unité de damné qui était à portée de mêlée d'une unité ennemie, alors vous allez quand même pouvoir tirer. Et c'est trop cool. Le seul truc, c'est que vous jeterez un dé et sur un 4+, vous tuerez vos figurines. Mais je trouve ça juste trop cool, en fait, le fait de se dire que les nobles, ils s'en fichent des damnés et que votre unité adverse n'est pas considérée comme étant à portée de mêlée de votre unité de damnés et vous allez pouvoir tirer dedans. Ça fait partie des vieilles règles de Warhammer Battle où tout ce qui était considéré comme des factions méchantes pouvait elles-mêmes tirer sur leurs potes. Franchement, je suis archi fan. Et on termine avec préserver les idoles. Il vaut 1 PC, il va s'utiliser à la phase de mouvement adverse juste après qu'une unité ennemie ait fini un mouvement normal d'advance ou de retraite à 9 pouces d'un chevalier du chaos. Vous allez pouvoir choisir une unité de damné qui n'était pas à portée de mêlée elle-même à 6 pouces de votre unité à vous de chevalier du chaos. Elle va pouvoir faire un mouvement normal de jusqu'à 6 pouces en se rapprochant de l'unité ennemie. C'est donc des tricks de mouvement. Vous allez par exemple avoir votre Ika devant la ruine, les damnés derrière la ruine, et si jamais quelqu'un se rapproche, et vous avec vos unités justement de damnés, vous allez pouvoir vous rapprocher de 6, potentiellement mettre plus de points de vie sur un objectif, le contester, faire proquer les bonus de votre détachement. Et donc écoutez, c'est pas mal. En tout cas, tout ce qui va être reactive move de toute façon dans le jeu, ça va permettre de casser les objectifs secondaires de votre adversaire, potentiellement contrôler le no man's land, potentiellement élargir la ligne de front. Donc honnêtement, pour le coup d'avoir un reactive move avec des damnés, je trouve que c'est plus stratégique qu'il n'y paraît et ça peut être pas mal. Donc voilà, je suis archi fan de ce qu'ils ont fait en termes de game design pour la partie Chaos Knight. En termes d'échelle de puissance, est-ce que ça va passer le fait qu'aujourd'hui le Chaos Knight joue beaucoup de petits dogs qui notamment touchent déjà à 2 avec 12 tirs de force 5, PA-1, PA-2 si on tire sur la cible éligible la plus forte, et en plus de ça avec des lances thermales du chaos, voilà. Est-ce qu'on a envie de jouer des gros quand on a des dogs aussi forts dans son armée? Et c'est là où finalement les compétiteurs vont devoir faire des tests. Mais je trouve en tout cas que le fait pour tous les autres qui vont juste envie de prendre du plaisir à table et quand même de proposer un défi intéressant pour eux-mêmes et leurs adversaires, de mêler des unités de damnés et des unités de Space Marine du chaos, et ça donne trop envie. Donc à voir.
Je clôture cette vidéo aussi en faisant la comparaison entre Chaos Knight et Imperial Knight. Les Imperial Knight sont aussi très intéressants avec justement la partie Adeptus Mechanicus, mais je suis un petit peu déçu qu'on ait été tant que ça bridé par rapport à l'ADMEC et par rapport aux unités qu'on aurait eu à avoir. Juste pour vous donner en fait des idées sur la profondeur qu'a pu avoir le jeu, ou en tout cas qui a pu avoir la connexion entre les Imperial Knight et l'Adeptus Mechanicus, et ben dans les anciennes éditions, c'était que les Imperial Knight bénéficiaient des cantiques de l'Omnimessie. C'était énorme. Là, bah non, là c'est juste qu'on va avoir Jacouille la fripouille qui va tenter de le réparer à toutes les phases de cours en lui rendant 2 PV stats. Je trouve que c'est un petit peu léger et c'est dommage. Maintenant, si je dois conclure aussi sur l'échelle de puissance, je pense que ça va plus avantager l'Imperial Knight que le Chaos Knight, puisque le Chaos Knight, comme je vous le disais, de base avait des docks qui étaient très forts et ne peinaient pas sur l'attrition, en tout cas s'il jouait plus de petits que de gros. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. Si vous aimez toujours le concept de une vidéo par jour, n'hésitez pas à le dire en commentaire, puisque là on a fini la première semaine et on s'essouffle, alors un petit peu de encouragement nous ferait du bien, et ça aide bien évidemment au référencement et à recruter plus de monde dans notre passion pour l'Omnimessie ou le Dark Mechanicum. En tout cas, si vous voulez aussi supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, je mettrai le lien en description. En ce moment, vous avez en plus de ça un rapport de bataille d'Age of Sigmar qui est en avance, où Titi nous présente la liste d'orques sauvages qu'il avait emmené à Atlanta, et aussi on a déjà une vidéo lore en avance qui est trop cool, qui est sur les Warhammer Heroes, où on est sur Mephisto. Donc voilà, je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous dis à demain et à plus les Wargamers.